Dimanche 9 mars 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le gouverneur du district 403 A4, Dona Frédéric Marcel Sabourin et Jean-Christian Amélina, président de la zone 11, ont procédé ce samedi 8 mars 2025 à Cotonou à la remise de charte au nouveau club féminin dénommé Lions Club Cotonou à Godié. La cérémonie de remise a connu la présence des présidents de Lions Club Cotonou du Bénin. On fait le point dans cette édition. Sous la direction du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, les femmes de toutes les couches sociales du Bénin se sont retrouvées le vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Cette rencontre a permis aux participantes de marquer leur engagement en faveur des droits de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et filles. Ceci en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Des précisions dans ce journal. En sport, Coton Football Club a été tenu en échec ce dimanche à domicile par Adidja FC des forces armées béninoises sur le score nul et vierge lors de la 21e journée de la Ligue professionnelle de football 2024-2025. À suivre dans un instant le point des autres rencontres pour le compte de cette journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le gouverneur du district 403 A4, Dona Frédéric Marcel Sabourin et Jean-Christian Amélina, président de la zone 11, ont procédé à la remise de la charte au nouveau club féminin dénommé Lions Club Cotonou à Godié. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de la place en présence des présidents du Lions Club du Bénin ce samedi 8 mars à Cotonou. Des précisions dans cet élément. Chère amie présidente, je te transmets la cloche et le maillet. Un troisième club féminin est né au sein de la famille des Lions Club du Bénin. Je m'engage librement et solennellement. J'ai l'insigne honneur de t'épingler le certificat de naissance et la reconnaissance officielle par l'Association internationale des Lions Club de l'installation de Cotonou à Godié. Le Lions Club Cotonou à Godié vient officiellement de voir le jour. C'est à travers une cérémonie de prestation de serment et de remise de charte présidée par le premier responsable des Lions du Bénin. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai présidé la remise de charte, le certificat de naissance, aux membres de ce club Cotonou à Godié. Nous avons souhaité de tous nos voeux la création de ce club et aujourd'hui, c'est chose faite. Parce que nous avons l'ambition que le rôle des femmes dans notre société, dans toutes nos associations, puisse augmenter.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. C'est une belle coïncidence. Je suis un gouverneur comblé et je retourne satisfait. Pour conduire ce nouveau club au titre du premier mandat, les rênes ont été confiées à Francine Enian-Loko. La présidente fondatrice du Lions Club Cotonou-Agodié décline les grands chantiers du nouveau club. Déjà, nous allons travailler parce que, comme vous l'avez constaté ce soir, nous avons donné assez de visibilité à notre club. Cette visibilité nous amène à travailler au sein de la communauté. Et les chantiers du Lions, comme la faim, la pauvreté, nous allons en faire notre cheval de bataille. Vous avez entendu dans la salle, on a dit qu'on veut faire des gestes à l'endroit des orphelins. C'est déjà un premier chantier et d'autres chantiers vont suivre, mais on va faire entendre nos noms au-delà des frontières, comme on a su le dire. Tout ceci est le fruit du travail acharné du président de la zone 11, Jean Chrétien, à Mélina. C'est un objectif du district et nous avons pris le défi d'atteindre cet objectif-là. Et j'ai trouvé des femmes qui ont accepté de m'accompagner pour que cela puisse se réaliser aujourd'hui. Voilà. Je suis absolument fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. J'ai été nommé par le gouverneur Lyon Guide pour les accompagner justement pendant 2 ans, pour les suivre dans leur premier pas de bébé, pour être sûr que le club grandisse bien. Mon conseil, c'est travailler à rester ensemble, travailler à mûrir de vrais projets pour faire reculer la cause de la pauvreté. La première femme présidente du premier Lions Club féminin du Bénin et le past président du Conseil des gouverneurs expriment leur joie et prodiguent des conseils aux Amazones. Habituellement, les clubs sont mixtes, mais l'une des particularités, c'est l'une des possibilités qui est offerte aux femmes de se regrouper entre elles pour former des clubs féminins. Alors les clubs féminins, souvent, ont comme objectif de travailler plutôt envers les femmes, envers les enfants et aussi plutôt à l'éducation. Donc elles ont une particularité dans le choix des actions que mènent ces clubs. Je leur ai dit que le tout n'était pas de devenir lion, mais l'essentiel, c'est le travail qui sera fait envers les plus démunis, envers ceux qui sont dans le besoin, envers justement ces femmes, ces enfants qui sont dans le besoin. Et la situation difficile de notre pays aujourd'hui, économiquement, crée plus de besoins. Donc nous devons être encore plus présents qu'avant sur le terrain avec ces personnes-là. Chez nous, on vient parce qu'on est engagé. On ne vient pas pour le tourisme. Et quand vous voyez des dames, surtout des Amazones, sachez qu'elles vont faire feu et flamme à Cotonou au profit des plus démunis. Parce que vous savez que nous sommes dans des pays avec des populations qui n'ont pas la même chance que nous. Grâce à elles, je pense que ces personnes-là pourront sentir le poids de notre mouvement et le poids de ce que nous faisons pour leur bien-être. Le Lions Club Cotonou-Agodié a déjà procédé à une première collecte de fonds pour le lancement de son premier projet en faveur des orphelins. Sous la direction de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, les femmes de toutes les couches sociales du Bénin se sont retrouvées le vendredi 7 mars 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Une rencontre qui a permis aux participantes de marquer leur engagement en faveur des droits de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et filles. À cette rencontre était également présente la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, des partenaires techniques femmes, la représentante du maire de Cotonou ainsi que la présidente de l'Institut national de la femme, INF. Elles n'ont pas manqué d'apporter leur soutien à ce rassemblement placé sous le symbole de l'engagement en faveur de la condition féminine. Au menu des échanges, il a été surtout question des progrès réalisés par le Bénin pour la protection des droits et l'autonomisation des femmes.
Les actions phares du gouvernement béninois en faveur des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes ont été également passées au peigne fin. À travers diverses présentations, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toyifodé, chef de file du grand rassemblement, s'est réjouie des différents progrès enregistrés par le Bénin sous le leadership du président de la République, Patrice Talon. Restons toujours dans la même veine, l'organisation Direct Aid Bénin n'est pas restée en marge de la célébration du 8 mars de cette année. Remise de dons aux femmes du personnel et nouvelles mamans de la clinique ont marqué cette cérémonie. Le point dans ce reportage signé ESAE TV. Direct Aid Bénin célèbre son personnel féminin. Cet acte de la direction, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, s'aligne sur les thèmes de l'année. Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Femmes béninoises, femmes de l'Organisation internationale Direct Aid, qui compte de véritables Amazon, font preuve de bravoure et de dévouement au quotidien. Chères dames, de nombreux défis restent à relever, mais ils ne sont pas insurmontables. Ce 8 mars est l'occasion pour Direct Aid Bénin de remercier les femmes pour leur contribution au développement des activités de l'organisation. À travers l'éducation, la santé et le développement durable, en cette journée spéciale, nous espérons notre profonde gratitude à toutes les femmes fortes et talentueuses et nous réaffirmons notre engagement de soutien leur émancipation et leur récitation. Au-delà de la célébration, cette journée invite à différents questionnements ainsi qu'à l'état des lieux sur le rôle de la femme au développement de la société. Ayez foi en notre capacité à prendre au plus haut niveau les mesures et actions innovantes et réalistes à la hauteur des ambitions communes conférées à notre institution. Recevez nos remerciements qui viennent du très fond du cœur. À l'endroit de mes sœurs, je voudrais lancer un vibrant appel pour plus d'efforts au travail. À cette occasion, Direct Aid Bénin a offert quelques vivres aux femmes, mais également aux nouvelles mamans de la clinique à Safwa. Un geste très apprécié par les bénéficiaires. Cette célébration vient renforcer les liens entre l'organisation Direct Aid et les femmes de son personnel. Tous ensemble ont profité de l'occasion pour rompre le jeûne du 8e jour du mois de Ramadan. Depuis 1977, le 8 mars est la journée internationale pour célébrer les droits de la femme. Le thème retenu pour cette 30e édition s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ». Une thématique qui inspire la directrice de l'ONG Icône 360 degrés, Yvette Alavo, qui nous en dit plus ici au micro de ESAE TV. Quand je me réfère un tout petit peu à la journée de la femme, au thème de la journée de la femme de cette année, on parle d'autonomisation, on parle de droit, on parle d'égalité. De petits bonds ont été faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'activités qui sont faites à l'endroit des jeunes filles et des femmes autour de l'autonomisation. C'est une très bonne chose, c'est une chose salutaire et tout. Mais pour moi, je me dis, il y a quand même une certaine limite dans la façon de prôner un tout petit peu l'autonomisation. Je suis femme et je clame sur tous les toits que je suis une femme autonome. Et aujourd'hui, être femme autonome, c'est-à-dire qui a pu prendre les devants et s'assumer elle-même en tant que femme, en tant que professionnelle d'un métier et tout, il y a un prix à payer. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les femmes n'ont pas forcément cette force de payer ce prix. Quand vous êtes dans un bon foyer, il n'y a pas vraiment un grand prix à payer. C'est pour ça, souvent, je dis aux hommes qui veulent épouser des femmes, quel genre de femme tu as envie d'épouser? Est-ce que tu as envie d'épouser une femme qui est une femme à la maison, une femme qui a un métier,
ou une femme qui fait son commerce et qui doit aller et venir. En fonction du type de femme que vous épousez, il y a des réalités qu'il ne faut pas oublier. Et c'est là où rentre en jeu, pour moi, toute la thématique autonomisation. Parce que si moi, aujourd'hui, je décide d'être autonome et que mon mari ne m'accompagne pas, est-ce que je serai vraiment épanouie? Cela sous-tend qu'à un moment donné que, de la même façon, on parle d'autonomisation des femmes, il faut éduquer les hommes également à accepter cette autonomisation. Éduquer les hommes à comprendre que l'autonomisation ne signifie pas qu'ils perdent le leadership dans leur foyer, dans leur ménage. À moins qu'eux-mêmes, ils ne soient pas des hommes qui comprennent un certain nombre de choses et qui sont plutôt, entre griffes, selon moi, des hommes machos, des machistes. Autrement, pour moi, si je dois résumer un tout petit peu le thème de cette année, droit, égalité et autonomisation, je pense qu'il est temps que les femmes prennent les devants pour s'autonomiser. Mais s'autonomiser, si tu es dans un foyer, tu as besoin plus ou moins de la bénédiction de ton homme si tout va bien. Mais si tout va mal, l'autonomisation pour toi est la meilleure chose. Elle est la meilleure chose pour toi de sortir de tout ce que tu as vécu jusque-là, de t'affirmer, de regagner une estime en toi et de pouvoir réaliser tes rêves. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAVE Télévision s'est rapprochée de quelques acteurs de la société civile pour recueillir leurs avis sur l'intérêt et les acquis de cette journée depuis sa création à nos jours. On regarde. C'est nécessaire de rappeler en réalité les droits de la femme. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il faut attendre un an pour parler des droits de la femme. La femme est née avec des droits et on n'a même pas besoin d'en discuter. Si la femme aujourd'hui arrive à prendre conscience qu'elle est née avec des droits, qu'elle applique ses devoirs, qu'elle fait ses devoirs, je crois qu'on va lui concéder facilement ses droits et la lutte continue. Je pense que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est surtout pas la journée où il faut faire des cadeaux à la femme, où il faut l'emmener au restaurant, où il faut lui offrir des fleurs, non. Mais c'est plutôt la journée où justement les femmes même se retrouvent pour faire une évaluation de l'avancée de leurs droits. Est-ce qu'il y a eu d'amélioration dans les conditions de vie des femmes, aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau économique, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment une journée, je vais dire, d'évaluation et de mise au point. C'est une journée de réflexion, d'où mon intérêt personnel pour cette journée. Il s'agit de se retrouver, de faire un bilan, de passer sur ce qui est fait jusque-là, ce qu'il faut faire par rapport aux droits de la femme et tout ce qui va avec. Les femmes aujourd'hui ne sont plus forcément dans la dynamique des luttes pour pouvoir se hisser au même niveau que les hommes. C'est beaucoup plus un désintérêt. On n'a plus vraiment à cœur de pouvoir se lever et se battre vraiment pour nos droits. Et je suis convaincue que de la même façon qu'aujourd'hui on constate ce manque d'intérêt, il arrivera un moment où les femmes vont à nouveau se lever et recommencer à se battre justement pour que leurs droits soient reconnus. Et ça, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui le fait, même si ce n'est pas la majorité, il y a une minorité qui travaille à cela. Même quand la journée est créée, il fallait le contextualiser. Parce qu'en fait, combien de femmes analphabètes nous avons, combien de femmes comprennent, même si on organise des rencontres, on les réunit, combien de femmes comprennent ce qui se dit lors de ces... Donc c'est également le droit à l'éducation qui est plus primordial pour moi, qu'il faut travailler là-dessus. Et en plus, qu'aujourd'hui, il faut que les femmes comprennent qu'on ne peut pas réclamer de droits sans faire ses devoirs. Et l'autre chose est aujourd'hui, la conscientiser les femmes
pour ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et en ce moment, chacun joue son rôle, l'homme joue son rôle, la femme joue son rôle et que nous vivons un monde de paix. Même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a quand même qui sont toujours dans cette dynamique et qui continuent de faire cette lutte. Si nous avons pu quand même bénéficier de certaines choses qui nous revenaient et dont on ne bénéficiait pas, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont fait cette lutte. Il y a des femmes qui nous ont précédés, qui ont fait cette lutte jusqu'à un niveau donné. Et nous, aujourd'hui, il nous revient de continuer ce qu'elles ont commencé. Et même si on ne parvient pas à tout faire, mais d'évoluer quand même à un niveau significatif et permettre à celles qui vont venir après nous d'être encore plus à l'aise en ce qui concerne les droits de la femme et faire plus. Il faut saluer les efforts que le gouvernement béninois, l'État béninois fait dans le sens d'offrir de meilleures conditions à la femme. Il y a des lois qui sont votées pour permettre à la femme de pouvoir être mieux lotie. Et je pense que c'est à saluer. Et je pense également qu'il y a des associations, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, qui travaillent à former la femme, à sensibiliser la femme et à lui donner plus confiance en elle-même, pour qu'elle puisse justement prendre la parole, se mettre devant de la scène et être positionnée en tant que leader. La journée de la femme ne doit pas être une dépense inutile pour le pays. La journée de la femme doit être comme on peut profiter des occasions sur des télévisions, sur des radios, mais quand on va organiser des fêtes, quand ça rentre dans l'idée festive, ça déraille la situation. C'est déjà de voter des lois significatives pour garantir la sécurité à la femme, des lois significatives allant dans le sens de l'indépendance, de l'autonomisation de la femme, des lois significatives pour protéger la femme et des lois significatives pour permettre à la femme d'évoluer en politique, parce que la politique, c'est la chose de tous, et hommes et femmes. Donc des lois pour permettre à la femme d'évoluer dans l'atmosphère politique aux côtés des hommes, parce que c'est ensemble qu'on va diriger ce pays. La Constitution dit que hommes et femmes sont égaux. Dans le même registre, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas manqué de donner également leur point de vue. Suivons ensemble. La femme, c'est le sel du monde. La femme incarne la paix. Dans notre culture béninoise, la femme est tout. C'est elle le foyer, c'est elle la nation, c'est elle l'harmonie et tout. Donc moi je dis que au-delà d'être nos mamans, d'être nos femmes, elles sont nos sources d'inspiration. Est-ce que les femmes même savent le pouvoir que Dieu leur a donné? Est-ce qu'elles sont au courant de ce que Dieu leur a, c'est que leur place là, est-ce qu'elles ont réellement occupé, est-ce qu'elles occupent réellement leur place que Dieu les a donnée? Non. C'est pourquoi vous allez remarquer des ratés un peu dans tous les foyers. Les femmes ont une puissance qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. La femme, c'est la mère de l'humanité. Nous respectons toutes les femmes du monde. Et nous respectons les femmes africaines et les femmes béninoises qui, chaque jour que Dieu fait, se battent pour le foyer, pour le business, pour le commerce, pour la politique, pour celles qui sont ministres, celles qui sont présidentes d'institutions. Et davantage, nous souhaiterons que les femmes soient défendues au niveau de l'inégalité qui existe encore, au niveau du pouvoir de l'homme et le pouvoir de la femme, parce qu'on constate que malgré l'effort qui est fait du gouvernement pour promouvoir la femme, la promotion politique de la femme reste encore faible. Aujourd'hui, la femme elle-même s'est chosifiée. C'est ça le problème. Les tenues vestimentaires, aujourd'hui, que les femmes ou nos jeunes sœurs, nos enfants ont à la portée, ont à leur portée, qui n'était pas hier, amène tout ça là à considérer une femme comme une bête sauvage. Ce monde est assis sur la femme. Ce monde est assis sur la femme.
Donc si on va prendre un 8 mars pour encore taquiner les femmes, ou bien pour brimer, pour les énerver, pour faire de n'importe quoi à ces femmes-là, alors les 8 mars sont instaurés pour nous rappeler de nos mamans, de nos soeurs, de nos enfants, filles. Donc, et que les femmes aussi prennent conscience et savoir qu'elles ont une puissance que Dieu leur a donnée. Je ne sais pas, elles n'ont qu'à tout faire pour savoir cette puissance-là. Et comme ça, là, le monde va évoluer. Que les femmes, c'est la mère de l'humanité, et ce sentiment de mère de l'humanité fait que tout ce que la femme va faire va concourir vers le bien-être. Donc c'est un souhait que je mets au niveau du gouvernement. Quand vous regardez le gouvernement, il y a combien de femmes? Il y a peu de femmes au niveau du gouvernement. Donc nous demandons qu'avec les réformes politiques là, qu'on fasse plus la promotion des femmes. Parce que moi, je préfère la promotion politique de la femme que la promotion politique des hommes. C'est fait, l'Institut national de la femme dispose désormais de son propre siège, situé à côté de l'avenue Jean-Paul II, carrefour en direction de la direction générale de la SONEB. Ce nouveau bâtiment améliore les conditions de travail pour renforcer les actions en faveur des femmes et des filles. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi 6 mars en présence de plusieurs personnalités, notamment la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, et des partenaires au développement. Le reportage de Canal 3 Bénin. En procédant à cette coupure symbolique du ruban, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Yerimazime, vient ainsi d'ouvrir officiellement les portes du siège de l'Institut national de la femme. Ce bâtiment de type R+3 est composé de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. L'inauguration de ce siège est le fruit de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement pour doter notre pays d'une institution forte au service des femmes. Nous avons les moyens requis pour mener à bien notre mission. Ceci est la preuve concrète que lorsque la volonté politique est au rendez-vous, le progrès devient une réalité. Ce siège de l'Institut national de la femme est un espace d'échange, de rencontres et de co-construction de projets pour promouvoir les droits des filles et des femmes béninoises. Il témoigne ainsi de la constance des efforts du chef de l'État dans son engagement en faveur du plein épanouissement de ces couches vulnérables. Le chemin à parcourir reste encore long, mais l'INF, dont le siège est inauguré aujourd'hui, porte les espérances de milliers de nos femmes, de nos filles, des générations actuelles et futures, pour que le fléau silencieux et dévastateur des violences, surtout les violences sexuelles, prenne fin, afin que les femmes puissent garder confiance en elles, qu'elles puissent s'épanouir, s'autonomiser en toute sécurité, en toute sérénité, afin que les filles puissent poursuivre leur cycle de formation et d'apprentissage. Soucieux de la condition de la femme béninoise et déterminé à lever les obstacles hypothéquant sa promotion, sa protection et son autonomisation, le président Patrice Talon a posé des actes historiques dans le combat pour l'égalité des genres, le progrès social et le développement de notre pays. Sans tambour ni trompette, il nous a fait avancer sans commune mesure sur ces différents plans. À cette cérémonie d'inauguration, une exposition artistique a été également faite avec des œuvres illustrant les femmes. Bonne nouvelle également du côté des fonctionnaires du Bénin. On parle cette fois-ci d'un nouveau cadre fonctionnel et moderne. Les nouveaux bâtiments de la cité ministérielle vont recevoir dans les prochains jours leurs futurs locataires. À cet effet, le secrétaire général de la présidence a indiqué l'agenda ainsi que les modalités. Des précisions dans cet élément signé la SRTBSA. Une série de ministères se préparent à emménager à leur nouvelle adresse, la rutilante cité ministérielle sur front de mer avec vue majestueuse sur l'Amazone en surplomb. Le déménagement prévu, c'est entre le 29 mars et le 14 avril 2025. Ceux des ministères concernés par le transfert devront l'intégrer avec le seul équipement sans mobilier ni archives. Des diligences particulières seront dédiées à ces objets, selon des directives du
secrétaire général de la présidence Irénée Pascal Koupaki, chaque ministère soumettra un rapport d'avancement au ministre en charge du cadre de vie au plus tard le 10 mars 2025. La réalisation de la cité ministérielle à Cotonou est un pan du programme de construction et de rénovation des bâtiments administratifs du PAG. Ce programme a pour finalité de valoriser et transformer l'image de Cotonou, d'accroître son attractivité. Il y a aussi l'objectif de faciliter aux usagers les démarches administratives en un espace et booster la productivité de l'administration par la proximité et l'interconnexion des services. La cité ministérielle, c'est 20 ministères regroupés sur 5 hectares, 60 000 m² de bureaux, abrités par des bâtiments de type R+5. Un nouveau pas dans la modernisation de l'administration publique béninoise vient d'être ainsi franchi. Les députés de la 9e législature ont effectué cette semaine une visite au centre hospitalier international de Calavi, CHIC. Présidé par son président, le président Louis Vlavonou, les parlementaires ont été accueillis par le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Ompati, et la directrice générale du CHIC, Karine Istine. Avant cette visite, les parlementaires ont pris part à une séance de travail où ils ont abordé plusieurs préoccupations, notamment le recrutement du personnel, le modèle économique de l'hôpital et l'accessibilité des soins pour les populations vulnérables. À ce propos, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui nous édifie davantage. Il est 10h ce mardi au CHIC, entendez, Centre hospitalier international de Calavi. Le ministre de la Santé accueille le président de l'Assemblée nationale. Après les échanges de civilité, les députés sont conviés en salle pour suivre, image à l'appui, le plan du site qui abrite le centre hospitalier. Une brève présentation qui a suscité la curiosité des députés à en savoir davantage sur le CHIC. Les préoccupations sont relatives notamment au mode de recrutement du personnel, au fonctionnement du centre ainsi que le coût des prestations. Est-ce qu'il est envisagé à moyen et long terme un plan de développement pour accroître les capacités donc du CHIC? La deuxième question, c'est quel est le modèle de gestion du CHIC? À toutes ces préoccupations, le ministre de la Santé et les responsables du centre ont apporté des éclaircissements. Après ces réponses, s'ensuit la visite guidée. Compartiment par compartiment, les élus du peuple ont touché du doigt la réalité. Le centre hospitalier dispose de services de pointe, notamment en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales. Il est aussi équipé de scanners de dernière génération et l'imagerie par résonance magnétique, IRM, état de choses qui a sidéré le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas vraiment de mots pour qualifier l'investissement qui s'est fait ici. Nous avons l'habitude de voyager. Nous avons l'habitude d'aller dans les centres hospitaliers en Europe, un peu partout. Et je vois que ce qui se fait ici n'a rien à envier à ce que nous avons l'habitude de voir à l'extérieur. Nous pouvons dire que bravo au président Patrice Talon qui a eu la vision de décider pratiquement que ce qu'on s'en va chercher à l'extérieur, qu'on peut encore le réaliser chez nous. Et dans la sous-région, il y en a qui vont dans les pays limitrophes et au-delà, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour aller aux prestations de soins. Ici, tout ce qu'on nous a expliqué, c'est ce que nous voyons dans la sous-région. Une fois les portes du CHIC officiellement ouvertes, il permettra de réduire le coût des évacuations sanitaires en proposant des soins et prestations aux normes internationales. Se réjouit Loïc Béounou Vlavonou. Aujourd'hui, nous pouvons aussi développer un tourisme médical. Il y a quelques années, on allait en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Vous voyez n'importe qui, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Après,
on a commencé par dire au Ghana, au Ghana, au Ghana. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher à l'Afrique du Sud, c'est ici. Ce qu'on va chercher au Ghana, c'est ici. Et ce qu'on va chercher en Europe aussi, c'est ici. Et des explications qu'on nous a données, les compétences humaines, les ressources humaines compétentes sont en train d'être formées. Et nous voyons des machines de dernier cri, de dernière génération. Bravo, et que cela puisse continuer. Le Chic s'étend sur une superficie de 16 hectares et compte plusieurs services dont un centre de radiothérapie et de médecine nucléaire. Cette édition se poursuit à 15 mois de la fin du second mandat du chef de l'État béninois Patrice Talon. Tout le monde pense déjà à 2026 et surtout aux candidats qui pourraient être adjugés par le président sortant. De quoi irriter au plus haut point ce dernier qui entend tenir le cap des réformes dans ce secteur, sans se laisser parasiter par les débats politiciens. Patrice Talon a-t-il déjà choisi son dauphin pour 2026 ? Lors d'une sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji, a tenté de répondre à cette interrogation. On l'écoute. En principe, moi je vous dispense du bémol que vous posez. Il n'y a pas de en principe au Bénin. C'est 2 mandats, pas plus. La Constitution qui a été révisée en 2019, à un moment où l'Assemblée nationale était composée de députés entièrement acquis à la cause du président Talon. 100% de députés. C'est ce que vous avez appelé l'Assemblée monocolore. Après le boycott des législatives de 2019 par l'opposition, les 2 partis qui soutiennent le pouvoir se sont retrouvés à l'Assemblée. Ce sont ces partis, entièrement acquis à l'action du président Talon, qui ont conduit une révision sous la houlette du président Talon lui-même et dans laquelle, au lieu de lever le verrou de la limitation des mandats, on l'a plutôt corsé, en disant qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats de président de la République. Mieux, on a ajouté que la révision qui est intervenue n'instaure ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution, pour que le débat soit définitivement clos au Bénin. Donc, il n'y a pas de en principe. C'est le 2e et le dernier mandat. À supposer même qu'il y ait une nouvelle Constitution ou une nouvelle République. Le fait de dire que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats au Bénin solde le débat. Donc pour nous, il n'y a pas de en principe. Le président Talon effectue en ce moment son second mandat, ça veut dire le dernier, et dans 15 mois, vous aurez le bonheur de constater que le Bénin aura vécu une nouvelle alternance pacifique où un président élu passe ses 2 mandats et transfère le pouvoir à son successeur dans la paix et avec les vœux de réussite qui conviennent. Moi, je n'ai pas noté que le TOFA invite le président Talon à faire un mandat au-delà de celui-ci. Et le TOFA, ça n'est pas la Constitution. J'entends cependant des concitoyens, quelle que soit leur obédience, parce qu'on entend davantage dans les médias, sur les réseaux, certains qui sont de la majorité présidentielle, mais on entend les populations à la base demander est-ce qu'il n'est pas possible que le président fasse un nouveau mandat. Et je parle des populations qui sont satisfaites du bilan parce que, à l'arrivée, leurs attentes sont plus comblées qu'elles ne l'espéraient. Beaucoup n'espéraient pas que le Bénin ferait autant de progrès sous le président Talon. Mais malgré ces appels-là, la Constitution béninoise, elle sera respectée. Le président Talon passera la main à son successeur pour le bien du pays et nous resterons un exemple de démocratie et de développement sur le continent. Ben, c'est le mot. Il en rit. À la limite, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Après, c'est un peu flatteur que des gens disent « Oh, le bilan est tel que… » Franchement, on ne l'avait pas espéré. Mais s'il y avait possibilité de continuer, on serait tellement heureux de le voir pousser encore plus loin les limites du développement, ce qui a commencé sous lui. Mais le président, il a dit, moi, quand je venais, peut-être que je n'avais pas idée que nous ferions un chemin aussi remarquable. Donc, pourquoi vous ne pensez pas que celui qui viendrait après moi peut faire encore mieux que ce que, avec moi et vous, on a commencé à faire? Donc, moi, j'ai foi que celui qui vient après moi fera en sorte que le progrès du Bénin s'intensifie et que nous soyons tous satisfaits afin que, président après président, au fil du temps, le Bénin s'élève et que tous nous soyons fiers de ce beau pays.
Dans un contexte marqué par des restrictions croissantes des libertés publiques, le parti Les Démocrates a été empêché de rassemblement tout azimut des activités politiques de cette formation sur le terrain. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Roubedji, s'est exprimé sur cette préoccupation. Suivez plutôt. Quand vous avez une activité à faire ici, un rassemblement, vous faites une déclaration. L'autorité administrative apprécie. Et elle est garante de l'ordre public. Parfois, pour ce que j'ai entendu de certains maires qui l'ont dit publiquement, il n'y a que les demandes qui sont introduites ne respectent pas les formes. Vous pouvez dire, oui, mais s'ils n'ont pas respecté, est-ce que l'autorité ne peut pas leur dire, faites ceci ou faites cela pour que ce soit bien? Ce n'est pas le rôle de l'autorité, mais on peut penser que cela est possible. Après, on doit tous être responsables, quels que soient nos bords. Et aujourd'hui, il faut considérer que si on est un parti responsable, on fait aussi les choses bien. Du reste, j'aime à dire, si un parti politique, quel qu'il soit, ou une association, quelle qu'elle soit, considère qu'elle veut faire une activité, qu'elle a rempli toutes les conditions, et que l'autorité administrative qui doit l'accompagner ne le fait pas, de mauvaise foi, il faut saisir les instances compétentes. On a des tribunaux administratifs ici. Vous les saisissez, vous vous dites, moi, j'ai voulu faire telle activité, tel préfet ou tel maire m'en a empêché, ce faisant, il a violé la loi. La justice va constater. Et si c'est le fait, ça va documenter les pratiques, ça fera que les fois d'après, les autres vont faire attention. Dans un autre registre, alerte sécuritaire sur l'ancien président Boni Yayi, une situation inquiétante ou simple manœuvre politique. Comment apprécier le récent communiqué du parti Les Démocrates qui suggère que l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, aujourd'hui président d'honneur du parti, ne serait plus en sécurité au Bénin, alors que sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. À ce propos, le ministre conseiller du chef de l'État s'est prononcé. Selon lui, il s'agit plutôt d'une affaire de manœuvre politique. On regarde. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Depuis que le président de la République a fait le discours du 20 décembre 2024 devant la représentation, la panique s'est emparée du camp d'en face. Ce communiqué est indécent. Indécent pour plusieurs raisons. La première raison, tout le Bénin sait que le week-end dernier, depuis le jeudi, vendredi et samedi, nous étions en train de préparer un deuil national. Nous étions en train de nous préparer à dire les derniers mots de revoir à notre ami et frère, le ministre Kouaro, dans un pays profondément religieux, où nous respectons la mémoire de ceux qui sont rappelés à Dieu. Dans cette période-là, est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que c'est réfléchi? Ce que j'ai entendu est historiquement absurde. De mémoire de Béninois, disons même du Dahoméen, de 1960 à 1972, il y a eu beaucoup de coups d'État. Jamais, jamais, au grand jamais, on a attenté à la vie d'un ancien président. La question des assises nationales et l'audit du fichier électoral continue de susciter maintes réactions et commentaires au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin et représentant des syndicats membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, expose dans cet élément les enjeux de cette procédure. Des propos recueillis par ESAE TV. C'est vrai que je représente les organisations syndicales au sein de ce comité, mais il est évident que les organisations syndicales n'ont pas une attente particulière. L'attente de tout le monde est une attente citoyenne. Et donc nous attendons que ce comité puisse
apporter, disons, la quiétude à travers l'expertise qui va être déployée pour que nous ayons un fichier électoral débarrassé des déchets dont il regorge ou dont il est soupçonné. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions disposer à l'issue de cet exercice-là d'une liste qui sera extraite et que cette liste-là soit, disons, la moins polémique possible pour que l'on ait l'assurance que nous avons fait une consultation et que les personnes qui devraient, disons, exprimer leur suffrage se figurent sur la liste et que les lieux retenus pour que ces suffrages soient exprimés ne soient pas des lieux, disons, assez distants du lieu habituel de résidence des intéressés. Bref, que nous ayons une liste électorale à la fin, disons après septembre, une liste électorale qui va être, disons, assez limpide, assez claire pour permettre à chacun de se sentir à l'aise. Cela dit, il n'y aura jamais de fichier électoral sans déchets, il n'y aura jamais de liste électorale irréprochable, mais ce que nous recherchons, c'est que nous ayons une liste qui soit plus proche de la réalité, une liste qui exprime de façon plus sincère, disons, le suffrage au soir des élections. Donc voilà un peu, et vous avez fait allusion à la rencontre avec le chef de l'État. C'est à sa demande que nous sommes rendus au palais, donc c'est lui qui a voulu nous rencontrer. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil des ministres a décidé de mettre à la disposition du comité le budget nécessaire pour le travail. Et il est tout à fait normal en tant que président de la République qu'il continue de nous rassurer, étant donné la polémique que cela suscite, bien que ce soit une mission citoyenne. Vous savez, tous les citoyens n'ont pas la même lecture de cette mission. Et lui, en tant que garant de la tranquillité, garant, disons, de la paix, garant donc de la sincérité également de l'application des tests, il était normal qu'il nous rassure sur sa volonté d'aller jusqu'au bout et sa volonté également de nous accompagner, quelles que soient les difficultés que nous aurons. Et je crois que c'est ce qu'il a fait et ça ne fait que motiver toute l'équipe, comme je l'ai dit. Et là où nous sommes, nous ne représentons aucune entité. Nous sommes tous déjà une équipe et cette équipe-là reste une équipe citoyenne dans le cadre d'une mission citoyenne. Et je crois que c'est après cette mission-là que chaque entité reprendra, disons, sa liberté et sa liberté d'appartenance. Dans le reste de l'actualité, l'aboutissement des consultations entre l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, le Code de déontologie et d'éthique dans les médias est actualisé comparativement à l'ancien vieux de 25 ans. Le nouveau document revisé met un accent particulier sur la lutte contre la désinformation. Ces 33 articles ont été dévoilés aux journalistes à la Maison des médias à Cotonou. Des précisions dans cet élément. Nous avons désormais 25 devoirs et 8 droits. Le code a désormais un petit glossaire au début, les articles sont au milieu et 12 directives à la fin. Ainsi se présente le Code révisé de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. À ces différents aspects liés à la forme, s'ajoute le nombre d'articles. De 26, on passe désormais à 33. Quant au fond, il met beaucoup l'accent sur la désinformation et l'obligation de vérification des faits. Donc le code a attiré l'attention des professionnels des médias sur l'urgence de vérifier, de revérifier les faits, donc d'utiliser au maximum les techniques de fact-checking, d'aller au contact et pour vérifier davantage les faits afin d'apporter des informations justes, crédibles au public. Le code a insisté sur la responsabilité des médias en ligne, notamment la gestion des commentaires. Donc le média en ligne a l'obligation de suivre et de gérer également les commentaires suscités par ces publications. Dans ce code révisé qui s'adapte à l'évolution de la profession, surtout à l'ère des technologies, une place de choix est aussi accordée à l'inclusion des personnes en situation de handicap
et aux questions liées au genre. Justement, l'aspect pour plus d'attention à l'égard des femmes avec l'inclusion, ça c'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes en général dans notre profession sont victimes de plusieurs types de violences. Et il est important qu'aujourd'hui, avec le code, on arrive à rétablir dans une certaine mesure l'équilibre. Ensuite, il y a l'exhortation à l'endroit des forces de sécurité et de défense d'accompagner le journaliste dans l'exercice de sa profession. Datant de 1999, l'ancien code devenait de plus en plus caduc au dire des responsables des différentes fêtières de la presse béninoise. Il était donc urgent de procéder à cette révision dont le processus aura pris environ 2 ans. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Kokuloko, a procédé à l'ouverture officielle de la première session de l'année 2025 ce jeudi 27 février au sein de l'institution. L'un des points qui était à l'ordre du jour est l'aide de l'État à la presse privée. Suivons ensemble Edouard Kokuloko pour plus de détails dans cet élément. C'est notre première session de l'année. J'aimerais déjà rassurer nos partenaires que nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans, patientez encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Et aussi dire à tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour. C'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la HAC ou à avoir une convention avec la HAC avant de commencer à publier sur Internet ou quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc, nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins, nous savons que la HAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. C'est vous dire que j'aurais pu vous faire une énumération d'une 50aine de dossiers inscrits à l'ordre du jour. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est un piège. Donc, je vous ai globalement résumé l'ordre du jour de cette session. En novembre 2019, la révision de la Constitution de 1990 a institué un poste de vice-président. À la question de savoir si le poste de vice-président en état actuel ne mérite pas qu'on l'étoffe davantage. À ce propos, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Théodore Olo, fait son commentaire au micro de ESAE TV. Suivons ensemble. C'est une bonne initiative d'avoir pensé à un vice-président. Mais est-ce que c'est bon que la vice-présidence soit dans cette prérogative-là? C'est une insuffisance dans ma conception du poste de vice-président. Parce qu'il faut que le vice-président assiste au Conseil des ministres. Qu'il sache dans quel sens et les raisons pour lesquelles telles décisions ont été prises. C'est ça qui nous permet d'assurer la continuité lorsque le président ne sera plus là. Pour qu'il sache pourquoi il a pris telle décision, quel est l'objectif qu'on poursuit, et lui continue dans cette foulée. Parce qu'il finit le mandat commencé par celui qui était la tête du duo. Mais lorsque le vice-président n'assiste pas au Conseil des ministres, le jour où il sera appelé à succéder au président, il sera un novice. Il ne comprendra pas les raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. Or, il doit être le défenseur et le promoteur, le garant de la continuité de la politique menée par l'exécutif pendant qu'il était vice-président. Donc c'est une faiblesse, à mon avis, de penser que le vice-président ne doit pas assister au Conseil des ministres. Même si on l'envoie à des représentations nationales, vous constatez, à des manifestations internationales, vous constatez souvent qu'il est accompagné d'un ministre qui est plus au fait des dossiers à traiter que le vice-président. Or, s'il est vice-président et qu'il est
au fait des événements, il n'a pas besoin d'accompagner. Si vous vous souvenez, je crois qu'en 1994, Al Gore, ayant assisté à l'investiture de Nelson Mandela, a fait escale à Cotonou en retournant aux États-Unis, alors que Abacha voulait qu'il fasse escale au Nigeria. Al Gore n'était pas accompagné du secrétaire d'État. Donc c'est lui qui allait représenter l'État et connaissait les problèmes de l'État, il connaissait la politique de l'État par rapport à l'apartheid et par rapport à l'Afrique du Sud. C'est une faiblesse de notre poste de vice-président qui n'est pas dans la logique de garantir la stabilité et la continuité de la politique gouvernementale. Il faut corriger cela. Pardon? Il faut le corriger. Je dis que le fonctionnement des institutions, on ne peut pas dire que tout est parfait, mais lorsque le fonctionnement révèle des insuffisances, la révision est là pour corriger. Donc ce n'est pas exclu qu'une révision permette d'améliorer ce qui se fait actuellement. Dans un autre registre, les agriculteurs béninois ne seront plus seuls face aux affres des catastrophes naturelles et autres fléaux qui déciment leur production. De précieuses compensations pourraient leur sauver la mise. L'assurance agricole, un projet pilote, vient d'être lancé, mais avant d'être déployé à grande échelle, une expérimentation va couvrir 110 000 petits exploitants agricoles. Le reportage de la télévision nationale. Les sécheresses par-ci, les inondations par-là, les insectes nuisibles, les rongeurs ravageurs, les maladies des plantes, ce sont autant d'aléas qui mettent en péril les rendements et les moyens de subsistance des producteurs qui, de surcroît, n'accèdent pas au crédit. Rectification en cours avec cette remise symbolique de chèques aux représentants des 11 000 petits exploitants agricoles couverts par une assurance pour la saison 2024-2025. Je voudrais, pour ce faire, exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et singulièrement au ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la coopération, et plus particulièrement au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour leur engagement personnel ayant permis de mettre en chantier ce processus qui, de façon opérationnelle, a commencé en 2024. Plus de 106 millions de francs CFA. C'est le montant de l'indemnisation pour la campagne 2024-2025. Un projet qui vise à assurer à l'horizon 2025 la protection de 100 000 petits producteurs agricoles et éleveurs de gros bétail à travers tous les pôles de développement agricole de notre pays. Pour ce faire, l'État s'est engagé à débloquer plus de 1,5 milliard pour contribuer à la subvention des primes d'assurance agricole au profit des bénéficiaires des filières riz, coton et bétail. Ils sont au nombre de 6, les partenaires qui participent à ce projet pilote d'assurance agricole en direction des petits exploitants face aux effets du changement climatique au Bénin. La directrice générale de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a effectué une visite au Bénin. Le gazoduc, rappelons, relie 4 pays, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana et le Nigeria pour leur garantir la sécurité énergétique. La patronne de l'instance exécutive est venue s'assurer de la reprise de la fourniture du gaz naturel qui a connu entre-temps des perturbations importantes. Reportage. C'est une histoire qui débute en 1982. À l'époque, la CEDEAO intègre le projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest dans sa politique énergétique à travers l'adoption d'un traité, une politique énergétique qui avait pour ambition de réaliser des infrastructures, notamment gazières, pour alimenter les centrales électriques de sources thermiques. En 2003, finalement, le véritable acte fondateur du projet du GAO a été pris à travers la signature par les chefs d'État et de gouvernement des pays, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo, du traité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Depuis novembre 2011, le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a commencé par transporter du gaz du Nigeria au Bénin, au Togo, au Ghana, notamment à Tema et à Takoradi.
Du gaz transporté grâce aux infrastructures gazières construites et exploitées par la société WAPCO. L'activité se mène sous la supervision de l'AGOA, l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. L'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, c'est une autorité, un régulateur qui a été institué pour représenter les États sur les questions relatives au gazoduc de l'Afrique de l'Ouest et pour faciliter la construction et l'extension de ce projet-là afin de garantir aux États parties le gaz naturel en l'espèce afin de pouvoir leur permettre de produire de l'électricité à partir de ce gaz naturel. Un gaz naturel dont la fourniture a connu ces derniers temps un peu de perturbations. Ces perturbations sont dues au fait que l'infrastructure que nous appelons le gazoduc, suivant les tests, devrait être mise à l'arrêt afin de conduire des opérations de maintenance. Et ces opérations ont duré 1 mois, sont terminées depuis quelques jours. Le gaz circule à nouveau vers les centrales de Maria Gleta pour la production d'électricité. Et nous, en qualité de régulateur, nous sommes venus constater et aussi rassurer les populations. L'équipe dirigeante de l'AGOA a visité plusieurs autres sites, notamment la station de régulation et de comptage de Bazonkpa et la centrale électrique de Maria Gleta 2. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé lundi 24 février dernier à l'installation des nouveaux membres du Conseil économique et social CES. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Marina 2 jours après Conrad Baguidi a été élu président de l'institution. Une nouvelle configuration qui fait polémique depuis qu'elle a été revue. Au micro de ESAE Télévision, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, s'est prononcé sur cette nouvelle configuration. Suivons ensemble. Je crois que le Conseil économique et social est une institution constitutionnelle et comme cela relève des prérogatives des députés à l'Assemblée nationale, avec le soutien du gouvernement, des réformes ont été opérées au sein de l'institution et comme vous l'avez bien notifié dans votre interrogation, c'est que désormais certaines entités qui étaient membres du Conseil économique et social, dont les organisations syndicales, ne sont plus membres de cette institution. Est-ce que cela aura un impact sur la qualité du travail qui sera fait, sur, disons, les attentes? Je ne peux le prédire, étant donné que le socle essentiel pour appartenir au Conseil économique et social, c'est de disposer d'une expertise. Une expertise qui pourra servir, disons, de socle pour les prises de décision aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cela dit, a priori, je ne peux présager de ce que ça va être, étant donné que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les animer. A priori, une réforme, c'est pour qu'il y ait des progrès, c'est pour qu'il y ait du mieux. Et maintenant, lorsque l'on a fait cette réforme-là, il faut qu'elle soit portée par des gens de qualité. Ce que je sais, c'est que dans cette équipe, aussi bien au niveau national qu'au niveau déconcentré, il y a quand même des personnes qui ont un parcours et qui peut-être ce parcours peut servir. Il y en a qui ont été membres de l'institution déjà de par le passé. Et l'actuel président, pour ce que je sais, est un homme de qualité puisqu'il a appartenu à la législature, à la 6e mandature. Et donc, quand on le désigne pour conduire la 7e mandature avec les réformes que cela porte, je pense que s'il est bien accompagné par les autres membres, on peut s'attendre à ce que ce conseil-là calme un peu la soif de certaines personnes. Mais cela dit, comme il faut le reconnaître, une réforme reste une réforme. Une institution ne vaut que par ce que valent ceux qui sont chargés de l'animer. Et je crois que les jours à venir vont nous édifier.
Et on parle sécurité routière à présent. Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025, 2 camions transportant des produits pétroliers sont entrés en collision et ont occasionné un incendie. Bilan, des décès enregistrés et une route goudronnée totalement détruite sur une distance de 500 mètres environ. À cet effet, le ministre conseiller aux infrastructures, Jacques Ayadji, est allé constater l'ampleur de la dégradation d'une section de la route inter-État Porto Novo-Ketu à la hauteur de Pobé. Compte rendu signé SRTBSA. Un accident mortel, des corps calcinés et des blessés au 3e degré. La collision entre des camions transportant des bidons de produits pétroliers a entraîné la dégradation de la chaussée sur l'axe Pobé-Ketu. C'était dimanche 2 mars, déjà un peu avant 1h30, qu'un premier camion chargé de produits pétroliers et ayant quitté Obélé en direction de Porto Novo amorçait la montée. Et arrivé à un certain niveau, certainement à cause de la charge qui pesait et qui dépassait la norme, il a perdu la manette et il a commencé à aller à reculons. Mais il se fait que derrière lui, il y avait un second camion chargé de produits pétroliers aussi, ayant quitté Towé, qui lui, apparemment n'a pas trop respecté la distance de sécurité. Et puis la déflagration faisait qu'on entendait les bruits des bidons qui s'éclataient. Du coup, on s'est précipité vers l'endroit, mais il n'était pas accessible. Les occupants du deuxième camion chargé de produits pétroliers n'ont pas pu se tirer d'affaire. La portière étant coincée, le chauffeur est resté au volant et a tenté de se débattre, mais a été calciné au volant. Tout comme une seconde personne qui, elle, s'est échappée. Mais pendant qu'elle descendait, c'est que le camion s'est renversé sur elle. Nous avons saisi le ministère de Cadre de Vie par rapport au cas de décès que nous avons recensé sur la voie, notamment Pobé-Onibolo. La voie est totalement dégradée et cela mérite une attention particulière. La nécessité d'une voie de contournement pour nous paraît quand même importante. Nous connaissons le président de la République qui est très attaché à sa population. Je suis sûr que cette situation va nous aider à régler définitivement ce problème-là. Ces produits ne doivent pas être transportés en bidons, dans des bidons. C'est des camions citernes, bien réglementés. Puis les transporteurs doivent avoir aussi des autorisations. Donc c'est un transport bien réglementé parce que quand ce n'est pas réglementé, quand on ne suit pas la réglementation, on voit ce qui se passe là. Nous déplorons les pertes en vies humaines, mais nous partons d'ici avec la conviction qu'il faut sortir de la circulation les véhicules branlants. On va continuer la sensibilisation avec les transporteurs pour que ces véhicules transformés-là, ça sorte de la circulation. Le reste, nous avons vu la route qui est dégradée. Les services vont faire le point. Un compte rendu sera fait au gouvernement et le gouvernement décidera de ce qu'il faut faire. Après la descente du ministre conseiller aux infrastructures, une attention sera accordée à la voie endommagée. Des solutions vont être apportées aux préoccupations soulevées. Promesse de l'autorité. Le carême est une période très importante pour les chrétiens car il les prépare à la fête de la Pâque. Son appellation vient du latin quadragesima qui veut dire 40e. Le carême commence donc le 40e jour avant la Pâque, soit le mercredi des cendres, et dure logiquement 40 jours. Anissé Yanvé, prêtre et directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose au micro de ESAE TV les comportements recommandés par l'Église catholique. Pendant le temps de carême, il est recommandé que le chrétien prie beaucoup,
c'est un moment, ces 40 jours vraiment constituent un moment privilégié de dialogue personnel et profond avec Dieu. Il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il pose des actes de charité et de partage. Il faut également qu'il jeûne. Le jeûne ici, ce n'est pas seulement à comprendre dans le sens du jeûne de la nourriture. D'abord, c'est clair, jeûne de la nourriture, d'accord. Jeûne de la boisson, d'accord. Mais aussi jeûne de la parole. C'est un moment où on doit faire un surcroît d'effort pour ne pas, par exemple, critiquer nos frères et sœurs, pour un moment où le chrétien est appelé à faire des efforts, pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, bavarder à longueur de journée sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Un temps de grâce qui doit mettre à profit, où il ne doit pas calomnier, où il ne doit pas passer ou perdre beaucoup de temps dans les plaisirs éphémères, boîte de nuit, buvette, etc. D'accord. Il y a peut-être des moments d'exception qui peuvent arriver, mais surtout que le chrétien ait à l'esprit que c'est un temps où il doit faire un peu plus d'efforts pour vivre vraiment sa vie de prière, sa vie de charité et sa vie de repentance. Débuté par le mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont désormais dans le temps de carême. Pendant 40 jours, ils passeront par le jeûne, mais également le chemin de la croix. Dans l'élément à suivre, Anissé Yanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, expose au micro de ESAE Télévision la signification et la portée de cette cérémonie. Le carême est un cheminement spirituel de 40 jours pour les chrétiens catholiques. Et il s'étend du mercredi des cendres au samedi saint. Et donc, c'est un temps de grâce particulière pour les chrétiens du monde entier. Un temps favorable pour un retour sincère à Dieu à travers la conversion du cœur, le changement de vie. Et c'est un moment privilégié pour le chrétien également de faire le check-in de sa vie pour voir les dimensions à réajuster pour une vie qui plaise à Dieu. Donc, tout cela se passe à travers surtout la prière, le jeûne et la pénitence. Et le mercredi des cendres est justement ce jour-là qui marque le début du temps de carême. C'est le jour où, lors de la célébration, le prêtre impose les cendres. Et les cendres symbolisent en effet la poussière, notre fragilité humaine. Et à travers les paroles que le prêtre prononce à cette occasion, tout est dit. Il dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Et où il dit encore une autre parole, convertissez-vous et croyez à l'évangile. À travers l'une ou l'autre version des paroles prononcées, nous voyons clairement ce que signifie donc ce temps que nous amorçons. C'est un temps vraiment de pénitence, un temps de repentance, un temps pour revenir à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur meurtri, reconnaître que l'on est pécheur, abandonner les mauvaises habitudes pour justement embrasser le bon chemin que le Seigneur nous a tracé. L'imposition des cendres, c'est pour tous ceux qui veulent, tous les chrétiens qui veulent justement poser cet acte de foi pour commencer justement cette marche de 40 jours vers Pâques. Donc, il n'y a rien de particulier. Tout le monde peut venir vraiment prendre les cendres. Je précise que ce n'est pas un sacrement. Les cendres ne constituent pas un sacrement. Et ce n'est pas non plus de l'ordre des sacramentaux. C'est-à-dire, ce n'est pas comme l'eau bénite ou bien le sel béni, etc. Mais la cendre
c'est justement un signe important qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Et pour cause, nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu. Donc, les cendres, c'est surtout cela. Ça nous rappelle que nous sommes néants, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Et pour cela, vivre vraiment l'humilité. Éviter les pièges de l'orgueil, éviter tout ce qui peut salir notre âme de façon permanente et vivre vraiment en présence de Dieu. Et puis on parle sport à présent. Depuis 2016 jusqu'à nos jours, le Bénin a accueilli un nouveau gouvernement. Quelles sont les réformes opérées par ce nouveau gouvernement dans le domaine sportif? Eh bien, le ministre des Sports, Benoît Dato, a livré les différentes réformes et surtout celles entreprises depuis sa prise de fonction au cours de l'émission Programme d'action du gouvernement avec les confrères Herman Amégan de la télévision nationale et Dicorel Seignon-Zourou de Radio Cotonou. Suivez plutôt. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes était faible. Sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons défini un objectif clair et précis, faire du Bénin une nation sportive. Et pour y arriver, de grandes réformes et actions sont mises en œuvre depuis 2016, et ce, de façon méthodique. Si vous le permettez, je peux vous en citer quelques-unes pour votre gouverne et pour celle de nos téléspectateurs. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. En premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Et puis une meilleure prise en charge des équipes nationales des autres disciplines sportives. À cet effet, cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3 186 320 200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales sans distinction aux compétitions internationales majeures. La finalisation, par exemple, du projet de construction des académies dont 4 académies sportives ont été prévues et dont le lancement est imminent. Il s'agit, entre autres, d'une académie nationale, de 2 académies régionales et une dédiée exclusivement aux jeunes filles. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants.
Cotonou, capitale de la World Skate Africa du 5 au 8 mars 2025. Les 34 fédérations nationales membres travaillent à doter l'instance fêtière du roller sport en Afrique d'un plan stratégique de développement à l'horizon pendant les 5 prochaines années. À cette assise, la première en présentiel à Cotonou, vont prendre d'autres résolutions permettant le rayonnement du skate africain. Des précisions avec Nathanaël Coty, président du World Skate Africa. Mes premiers mots en cette circonstance solennelle sont ceux d'une grande gratitude et d'une reconnaissance infinie à l'endroit du gouvernement béninois et son chef, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, qui ont permis la signature officielle d'un accord de siège entre notre siège, la World Skate Africa et la République du Bénin. Il s'agit d'un acte de haute portée pour la jeunesse africaine amoureuse du skate, le skateboard, le roller et trottinette, dont l'institution continentale dispose d'un pied-à-terre dans un pays d'amitié et de charité. Mon émotion est grande et ma joie est immense en ce moment où je prends la parole à l'occasion de cette première réunion en présentiel des membres du comité exécutif de la World Skate Africa. Une réunion qui se tient dans le pays de siège de notre institution sportive continentale en présence des autorités béninoises au plus haut niveau qui sont là pour nous apporter encore une fois la preuve de leur soutien indéfectible et de leur accompagnement pour la promotion et le développement du roller sport en Afrique. Permettez-moi de vous dire en quelques langues, nationales du Bénin et de l'Afrique, Kwabo, Miaweson, Nakayo, Kaweru, Ekabo, Ekwabo, ce qui voudrait dire en français et en anglais respectivement, bienvenue et welcome. Bienvenue et welcome dans ce pays d'hospitalité qui déjà, le 6 décembre 2016, avait accueilli le congrès qui avait consacré la renaissance de la Confédération africaine de roller sport, ACRS. Depuis ce congrès de Cotonou en 2016, au cours duquel j'ai été porté à la tête de notre institution continentale par une vingtaine de pays, le nombre de membres de la World Skate Africa est passé à plus d'une trentaine de pays. Le chemin depuis cette renaissance a été rempli d'épreuves particulièrement difficiles. La World Skate Africa, avec 34 fédérations nationales affiliées, est aujourd'hui l'une des importantes composantes de la World Skate, créée en 1924 sous le nom de la Fédération internationale de roller sport. La World Skate regroupe à ce jour environ 140 fédérations nationales issues de 5 continents. En nous renouvelant leur confiance lors du dernier congrès de la World Skate qui s'est tenu le 6 septembre 2024 en Italie, à Rome, les fédérations africaines nous envoient un message fort et très important parce qu'elles veulent des changements qualitatifs dans la continuité et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Pour ne pas les décevoir, il urge que nous changions de paradigme. Au regard des années d'expérience que nous avons capitalisées, il importe que nous dotions notre institution d'une boussole qui lui a toujours manqué. Notre réunion de Cotonou sera l'occasion pour nous de poser les bases d'un processus qui aboutira à doter la World Skate Africa du plan stratégique de développement. Et c'est pour ça que pendant ces 2 jours de travaux intenses, nous allons nous atteler à nous poser les questions pour lancer la préparation du processus stratégique. Comment allons-nous élaborer le plan stratégique de notre développement au niveau de la World Skate Africa? De combien de temps devons-nous disposer pour y parvenir? Quel budget sera alloué au processus de planification? Quelles seront les étapes et méthodes pour accueillir les informations qui participeront à l'effort de la planification? En définitive, notre réunion sera pour nous l'occasion de clarifier les raisons des défis actuels auxquels fait face notre discipline, d'identifier les solutions concrètes pour renforcer la visibilité du roller sport et de définir une stratégie commune afin de promouvoir son développement à l'échelle nationale et internationale. Et puis on parle de la 21e journée de la Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025. Je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, Coton Football Club a tenu en échec cet après-midi à domicile par Adidja FC des Forces armées.
béninoise sur le score nul et vierge lors de la 21e journée de la Ligue Pro 2024-2025. Dans un autre registre, dans un match empreint de suspense, l'Autopopo a signé une large victoire 4-0 face à Dynamo de Parakou. Au retour des vestiaires, l'Autopopo a su concrétiser ses opportunités. Le tournant du match est intervenu avec l'ouverture du score sur penalty, offrant un ascendant aux locaux. Portés par cet avantage, ils ont ensuite déroulé leur jeu, inscrivant 3 autres buts. Dynamo de Parakou, acculé et sans réponse face à la montée de son adversaire, n'a pas pu inverser la tendance. L'Autopopo s'offre ainsi une victoire éclatante, tandis que Dynamo devra rectifier le tir pour éviter une série d'échecs. Banigansé a affronté hier samedi Beke FC au stade Omnisport de Banekwara, un match comptant pour la 21e journée de la Ligue professionnelle de football. Au terme de la rencontre, les hommes de Banekwara sortent victorieux sur le score de 2-1. Suivez dans cet élément les impressions du coach Ibrahim Da Silva de Banigansé et de son homologue de Beke FC à la fin de la rencontre. Ils sont au micro de EZAE TV. Déjà, moi, je crois que au mental, on a été très fort. Déjà encaissé en premier, aller jusqu'à la pause avec un désavantage d'un but, revenir égaliser et aggraver. Dès les premiers instants en fait, de la deuxième partie, il fallait avoir en fait, le mental et conserver maintenant l'avance jusqu'à la fin. Moi je crois que tout le mérite est aux joueurs d'avoir en fait, cru et de donner en fait, tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Banigansé depuis très longtemps, c'est à la 10e loge. On est en train de travailler de sorte à remonter. Ce n'est que ça que nous allons apprendre à faire. On a beaucoup encore à améliorer. On a beaucoup de points à aller chercher. Et donc, Banigansé, c'est une petite équipe. Et en tant que tel, il lui faudra alors travailler, cravacher dur pour prendre des points. Oui, c'est un match très intéressant. De part et d'autre, il y a eu de bonnes choses. Il y a eu, la production du jeu de part et d'autre. Maintenant, je peux dire que le plus chanceux ou bien le plus adroit a scoré plus. Parce que les deux équipes étaient à 50-50 jusqu'en première partie. Maintenant, en seconde partie, il fut un moment où l'équipe de Banigansé avait pris l'ascendance et Beke subissait. Mais dès qu'ils ont marqué le second but, maintenant ils ont replié. Et puis Beke a commencé par presser pour pouvoir égaliser. Mais bon, le résultat de Dieu était déjà là. Beke a tout fait, mais n'a pas pu revenir au score. De l'autre côté, Buffle FC est accroché par Dynamique de Djougou avec un pénalty marqué par Nabil Yarou dans une rencontre pleine de tension. Tout a commencé lorsqu'un ramasseur de balles, visiblement supporter de Buffle, a déplacé la serviette du gardien de sa cage. Un geste qui a provoqué de vives tensions sur le terrain. Dans ce climat chaotique, Nabil Yarou a finalement manqué son pénalty qui aurait pu donner la victoire au Buffle. Marcel Potier pour le reportage. Le choc entre Buffle FC du Borgou et Dynamique FC de Djougou, disputé ce samedi au stade municipal de Parakou, s'est soldé par un score nul et vierge. Une rencontre intense marquée par une forte tension où Dynamique FC peut se satisfaire du résultat, tandis que Buffle FC du Borgou regrettera amèrement l'issue du match. Les Buffles ont en effet manqué une occasion en or dans les 10 dernières minutes de cette confrontation, ratant un penalty qui aurait pu leur offrir la victoire. Une confusion a précédé ce moment crucial lorsqu'un ramasseur de balles a tenté de déplacer la serviette du gardien de Dynamique FC de Djougou posée à proximité de sa cage.
Un incident qui a semé le trouble parmi les joueurs et peut-être pesé sur l'issue de cette tentative manquée. Si ce nul a des allures de victoire pour Dynamique FC de Djougou, il laisse un goût amer au Buffle qui voit s'envoler 2 précieux points à domicile. Si vous voyez bien, Buffle a joué, ce n'est pas que Buffle n'a pas joué. Buffle a joué, mais on a laissé Buffle jouer et défendre. Et voilà le résultat. Nous sommes venus pour un résultat positif. Dieu merci, on a eu un peu. On s'est tenu jusqu'à la fin du match. 2 minutes de la fin du match, un penalty. Ça fait mal, même si c'est un penalty. Ça fait vraiment mal. C'est ça qui a amené la réaction des uns aux autres. Je pense que depuis même le début de ce match, on n'a pas joué. J'avais le sentiment qu'on était un peu imprudent, on avait du mal à contrôler, à passer le ballon, à jouer un peu nos jeux courts. En deuxième partie, par contre, je pense qu'on a eu du mieux avec beaucoup de situations devant le but. Et c'est vrai qu'il y a eu ce fait de jeu où il y a eu une serviette ou un torchon qu'on a voulu enlever, tout ça. Moi, je vais dire aux joueurs qu'on reste concentré sur le jeu. Nous, on n'a pas à se mêler dans ça, qu'on fasse ce qu'on doit faire sur le terrain. Voilà. Tout ce qui se passe autour du terrain, malheureusement, on doit faire fi de ça, rester concentré. Et je pense qu'en s'intéressant un peu à ça, ça nous a un peu distrait, ça nous a un peu perturbé parce que Nabil, c'est notre meilleur tireur. Il a marqué contre Panthère ici. Et voilà, et là, il rate. Bon, comme je le dis, c'est tout ce qu'il y a comme environnement extérieur qui les a perturbés. Et puis prochainement, il faut faire abstraction de ça pour pouvoir essayer de conclure l'occasion que nous avons. Un match nul qui rappelle que parfois, le destin d'une rencontre peut tenir à un simple bout de tissu. On parle à présent du récapitulatif des résultats de la 21e journée de la Ligue professionnelle de football la saison 2024-2025. 2-1 pour Banigansé FC et Béké FC. Match nul pour Béké FC et Dynamique FC, AS Cotonou et Audio FC, ainsi que l'AS Cotonou et Aziza FC. 4-2 pour Dadje FC et Boa FC. 1-0 pour JSP Asvo en faveur de JSP. 2-1 pour Requin FC et Sobemap FC en faveur bien évidemment de Sobemap FC. Match nul d'1 partout pour Sitatunga FC et AS Police. Match nul sur un score nul et vierge pour Damissa FC et Cavalier FC. 2-0 pour Dynamo d'Abomey et Espoir de Savalou. 4-0 pour Lotopopo et Dynamo de Parakou. 3-1 pour Panthère FC et Real Sport. 2-1 pour Takuna FC et Abeille FC en faveur d'Abeille FC. 2-3 pour Étoile Filante FC et USS Craqué. Match nul pour Aspac FC et Dragon FC. 1-0 pour Ayema FC et Avrankou OMN. Puis enfin, match nul pour Coton FC et Adidja FC. Voilà, chers internautes, c'est sur ces récapitulatifs que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.